Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous l'avez remarqué, l'hiver est bien là et avec lui aussi les envies de chocolat. En tout cas, c'est mon cas et j'imagine que c'est la même chose pour beaucoup d'entre vous. Bref, c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous emmener à la découverte de l'histoire du chocolat justement et de son arrivée en France. Alors, si son histoire est assez récente dans notre pays et remonte au XVIIe siècle, le chocolat est rapidement adopté par la cour de France et par l'aristocratie française, notamment au XVIIIe siècle, avant de se démocratiser au XIXe siècle. Parmi les amateurs de chocolat célèbres, on compte par exemple le roi Louis XV, sa favorite, Madame du Barry, et aussi bien sûr la célèbre reine Marie-Antoinette. Mais alors, comment le chocolat est-il arrivé à la cour de France? D'abord, il faut savoir que dès 1400 avant Jésus-Christ, en Amérique du Sud, les Mayas et les Aztèques consomment le chocolat en boisson, notamment avec un mélange d'épices. Cependant, il faut attendre le XVIe siècle, 1502 précisément, pour qu'un Européen goûte ce mets exotique pour la première fois. Cet Européen, c'est le célèbre explorateur Christophe Colomb, que tout le monde connaît, et bien que Christophe Colomb ne soit pas adepte du chocolat, il va rapporter avec lui des fèves de cacao, en Espagne notamment. Dans la suite du XVIe siècle, les conquistadors vont accroître ce commerce du cacao, et les cours européennes, et notamment la cour espagnole, vont commencer à s'approprier le chocolat, que l'on consomme alors surtout sous forme de liqueur. En France, c'est la fille du roi d'Espagne, Anne d'Autriche, qui va introduire le chocolat à la cour lorsqu'elle épouse Louis XIII le 28 novembre 1615 à Bordeaux. Anne d'Autriche arrive alors à la cour avec son propre personnel, ce personnel qui sait lui préparer le chocolat comme elle l'aime, c'est-à-dire en boisson chaude. Le 9 juin 1660, son fils, Louis XIV, épouse l'infante d'Espagne Marie-Thérèse d'Autriche, elle aussi adepte de boissons chocolatées. Celle-ci va alors inciter le développement des plantations de cacaoyers en Martinique et ensuite l'import des fèves en France, notamment via le port de Bayonne, capitale française du chocolat. Alors, si le roi Soleil, donc Louis XIV, s'enthousiasme peu pour le cacao, ce produit rare et exotique va devenir cependant à la mode à la cour de France, où on le sert tous les lundis, mercredis et jeudis dans les salons et les appartements. Peu de temps après, Louis XIV va autoriser un certain David Chailloux à ouvrir une première boutique dédiée au chocolat, une boutique qui se situe dans la rue de l'Arbre Sec, dans le premier arrondissement actuel de la capitale. De son côté, la reine Marie-Thérèse, qui est délaissée par le roi, va combler ses manques par le cacao, à tel point qu'on raconte que ses appartements embaumaient le chocolat. Par la suite, Madame de Maintenon, la dernière favorite et épouse morganatique du roi Soleil, va imposer le rituel du chocolat chaud dans les hautes sphères de la société. On le sert alors dans une chocolatière, un objet que l'on s'offre et que l'on s'arrache, et on le boit dans des tasses dont le couvercle percé permet de glisser le moussoir qui est cette sorte de pilon avec lequel on fouette le breuvage pour le rendre mousseux. À cette époque, au-delà d'être une gourmandise, on dit que le chocolat possède aussi de nombreuses vertus médicinales, digestives et dynamisantes, et il est parfois recommandé par les médecins. Enfin, preuve de la place que prend le chocolat dans la vie de la cour de France, le roi va créer une charge dédiée à sa préparation, la charge très convoitée de chocolatier du roi, et en 1680, le mot chocolat entre dans le dictionnaire. Mais alors à Versailles, c'est surtout Louis XV qui va amplifier l'engouement pour le chocolat. En effet, il en est très friand, il en est même tellement adepte qu'il va apprendre à préparer lui-même son chocolat chaud. D'ailleurs, sa recette est encore bien connue aujourd'hui. Je vous la partage ici de manière un peu raccourcie. Donc vous prenez autant de chocolat que d'eau et vous faites bouillir le tout. Ensuite, quand l'eau frissonne, vous incorporez du jaune d'œuf, donc on compte un jaune d'œuf pour 4 tasses, puis vous remuez sans laisser rebouillir. Voilà, la boisson est prête et selon le roi Louis XV, elle est même meilleure lorsqu'elle est préparée la veille. Quoi qu'il en soit, vous le voyez ici, dans cette recette, Louis XV n'ajoute pas de lait dans son chocolat chaud comme on pourrait le faire aujourd'hui. De son côté, comme son royal amant, Madame du Barry, la dernière favorite donc de Louis XV, apprécie aussi particulièrement le chocolat chaud, mais pour d'autres raisons, on dit alors qu'il aurait des vertus aphrodisiaques. C'est à cette époque aussi que plusieurs ateliers spécialisés munis de machines pour fabriquer le chocolat vont s'installer et se développer à Paris, même si évidemment ce chocolat est encore uniquement accessible aux plus riches. Après Louis XV, Marie-Antoinette va prendre le relais et continuer à soutenir la mode du chocolat, dont elle est particulièrement friande. À son arrivée à Versailles en 1770, elle est même accompagnée de son propre chocolatier, ce chocolatier qui va devenir officiellement le chocolatier de la reine et qui va créer de nouvelles recettes, notamment en incorporant au chocolat de la fleur d'oranger ou de l'amande douce. Pour la suite, après la Révolution, dans la première moitié du XIXe siècle, le chocolat va se démocratiser, notamment grâce à la création de grandes usines de fabrication.
Parmi ces entreprises créées à cette époque, il y a celle de la famille Meunier, créée en 1816, qui va lancer les premières tablettes de chocolat en 1836, avant d'accroître considérablement sa production sous le Second Empire et de pouvoir ainsi proposer ses produits à un plus large public. Voilà, j'espère que cette anecdote vous a plu et qu'elle ne vous a pas trop donné envie de vous ruer sur une boîte ou une tablette de chocolat. Quoi qu'il en soit, pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver cette anecdote dans mon article illustré de mes photos. N'hésitez pas aussi à vous balader sur ce blog pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, toujours dans les podcasts et les articles dédiés. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.